Allez, on se lance sur la suite de cette matinée avec le volet énergie. Et comme je vois que vous en avez toujours de l'énergie, merci. Je l'ai écrit ça hier, pour être sûr que ça fonctionne. Je l'ai répété, ça marchait. Donc nous nous lançons sur cette thématique avec Michel Delara, chercheur au CERMIX, Éric Dumonteil, directeur de recherche au CEA, Virginie Erlacher, c'est ça, chercheuse au CERMIX, Pascal Rebaud, chercheur adjoint scientifique, direction catalyse, biocatalyse et séparation à l'IFPEN, pardon, excusez-moi, et Fabien Robot, docteur, ingénieur de recherche pour EDF. Dans le contexte que nous traversons, vous le savez, nos systèmes énergétiques sont sous haute tension, production, transport, distribution, gestion de la demande. L'optimisation mathématique dans la transition énergétique, c'est une réponse majeure aux défis actuels. C'est aussi le titre de votre article, Michel Delara. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son contenu brièvement ? Ok, merci pour l'occasion. Alors, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a 2 étudiants qui voulaient faire de l'économie et il y avait une seule bourse de thèse. La légende dit que ça a été tiré au hasard, que Gérard Debreu est allé faire une thèse aux États-Unis et que Marcel Boiteux a fait une carrière, et notamment il a été président d'Électricité de France. Et je pense que c'est lui qui a donné la meilleure définition de l'optimisation. Optimiser, c'est obtenir le meilleur compromis entre des besoins et des ressources. Donc optimiser, le meilleur compromis entre des besoins et des ressources. Et comme président d'EDF, c'est quoi le souci ? C'était, vous avez des besoins énergétiques, vous avez des ressources, du nucléaire, de l'hydraulique, et vous devez à chaque moment faire en sorte que l'offre soit égale à la demande à moindre coût. Le moindre coût, c'est ce meilleur compromis. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant ? Alors d'abord, première observation, l'optimisation, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe dans le monde de l'énergie, parce que si on économise 2%, c'est des milliards d'euros économisés. Alors qu'est-ce qui a changé ? À l'époque, il y avait EDF et on avait essentiellement ce qu'on appelle des énergies de stock, du nucléaire, des barrages. Et donc un planificateur central qui doit satisfaire une demande nationale. Et ce qui se passe maintenant dans ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est qu'on veut incorporer des énergies de flux, du vent, du soleil. On ne les maîtrise pas. On veut... il y a de plus en plus de technologies pour ça. Vous avez des capteurs de tous les côtés. Et troisièmement, il y a de plus en plus d'acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement EDF, mais il y a les villes qui prennent des décisions, les gens qui sont des prosumers, et ce que vous voulez. Et donc ça change la donne, puisque avant, on gérait des énergies de stock de manière verticale, et maintenant on se met à gérer de plus en plus d'énergie de flux de manière horizontale. Et donc ça change la donne de l'optimisation. Et ce qui fait qu'il y a une vingtaine d'années, quand l'équipe optimisation a été créée à l'école des ponts, EDF nous a dit « mettez-vous sur l'optimisation qu'on appelle stochastique ». Alors pourquoi ? En raison de ces 2 phénomènes, autrement dit, l'offre énergétique devient de plus en plus aléatoire parce que c'est du vent, du soleil, des choses que vous ne maîtrisez pas. Et quand vous êtes à des échelles plus petites, puisqu'on n'arrête pas de parler de smart grid, de management, la demande, si je commence à prendre mon fer à repasser pour repasser ma chemise, d'un seul coup, la demande croît. Autrement dit, on a des effets de variabilité aussi bien dans l'offre que la demande. Et on a un problème, parce que si vous faites des mathématiques, si l'offre est aléatoire est égale à la demande qui est aléatoire, j'ai l'égalité de 2 variables aléatoires, et si elles n'ont rien à voir, c'est quasiment impossible à faire, quoi. Et donc, c'est quoi l'enjeu de l'optimisation stochastique et des recherches qu'on fait ? C'est d'être capable de poser des problèmes d'optimisation, notamment dans le monde de l'électricité, où on manipule des variables aléatoires parce que c'est les décisions qu'on prend, et où on va là. J'ai entendu vaguement, mais il y avait la question du risque qu'on entend régulièrement, puisque quand vous avez l'offre égale à la demande, elle ne sera pas toujours là. Le risque, c'est une partie des choses. Donc,
Voilà ce qu'on fait, nous. Alors, j'ai combien de temps? Encore une minute? Continuez. Ne vous souciez pas du temps. Ok, alors, c'est quoi le genre de méthode qu'on fait? Donc, il y a moins d'étudiants qu'avant, mais il faut quand même essayer d'allécher les étudiants. Donc, quand vous avez des systèmes plus compliqués, parce que spatialement distribués, vous avez des réseaux dans lesquels l'énergie circule, et que vous avez de plus en plus de centres de décision, une maison, une truc. Bon, ce qu'on a fait, nous, dans l'équipe, c'est ce qu'on appelle les méthodes de décomposition-coordination, c'est-à-dire, vous avez un gros problème, vous le cassez en petits bouts, et vous coordonnez les petits bouts entre eux. Et alors là, maintenant, je reviens à mon début. Gérard Debreu, il étudiait l'équilibre général, et l'équilibre général, c'est quand même cette idée géniale que quand vous voulez coordonner des acteurs qui font ce qu'ils veulent dans leur coin, qu'est-ce que vous faites? Vous leur envoyez un prix, ces gens calculent dans leur coin, et si le prix est bien fait, vous aurez l'égalité entre l'offre et égale la demande. Et ça reste vrai dans ce qu'on fait nous. Simplement, il y a une difficulté, c'est que, je le redis, l'électricité, c'est un domaine où l'offre doit être égale à la demande tout le temps. Pourquoi? Parce que sinon, il y a des problèmes de voltage et de pression. Et ça, c'est nouveau. Si vous voulez une boîte de sardines, si je vous la donne dans 1 heure, c'est pas très grave. Mais ça est tout. Et donc, quand vous avez une égalité offre égale demande, vous avez peut-être vu ça en optimisation, on met un multiplicateur devant l'égalité, et cette égalité rentre dans le critère. Le problème, c'est que ce multiplicateur, il est aléatoire, comme les variables aléatoires. Et donc, ce qui fait, c'est pour ça qu'on fait de la recherche en mathématiques, c'est parce qu'en fait, des tas de problèmes qu'on se pose sont rendus difficiles, par exemple, parce qu'il y a ces facteurs aléatoires dedans. J'arrêterai là. Et c'est parfait. Merci beaucoup. Contrôler la production énergétique et ses effets, lorsque l'on parle de nucléaire, la confiance accordée aux simulations doit être optimale. C'est justement l'un des aspects évoqués dans Simulation Monte-Carlo, processus branchant et sûreté des installations nucléaires. Éric Dumonteil, rappelez-nous un petit peu le contexte de cet article et aussi le contenu. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Alors, approchez-vous bien du micro. Donc en fait, la question que l'on s'est posée dans cet article, la question centrale, c'était dans le domaine de la sûreté nucléaire, dans quelle mesure il est possible de se passer des expériences et d'aller vers les algorithmes. Alors déjà, pourquoi cette question se pose concrètement? Parce qu'en fait, dans les 20-30 dernières années, il y a eu énormément de fermetures, d'installations expérimentales autour du nucléaire. Par exemple, à Val-Duc, des installations dans lesquelles on faisait des expériences avec de la matière fissile. Là où je travaille à Saclay, le réacteur Osiris a récemment fermé, donc on ne produit plus de radioisotopes pour le médical, mais également plus de recherche autour d'expériences vraiment sur les installations nucléaires. Et donc, ça, c'est un problème, et c'est un problème qui est d'autant plus prégnant qu'il y a vraiment une tension entre, d'une part, les impératifs de sûreté nucléaire qu'il faut satisfaire, c'est-à-dire qu'on doit faire des calculs qui sont le plus exacts possible, et vraiment des impératifs de minimisation des coûts du côté industriel, parce que c'est ce qu'on recherche à faire aussi quand on exploite l'énergie nucléaire. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu un guide, le guide numéro 28 de l'autorité de sûreté nucléaire, qui encadre un peu les activités, notamment de simulation, qui consacre un peu une méthode, des méthodes dites de référence, qui sont des méthodes dans lesquelles on fait le moins d'approximations possible, donc des méthodes fiables, et notamment qui met en avant le rôle du Monte-Carlo. Et donc, ce rôle du Monte-Carlo et son lien avec le nucléaire, il existe depuis le projet Manhattan. Là, en ce moment, les gens vont voir le film Oppenheimer qui retrace un peu justement le début, la co-construction vraiment du nucléaire, c'est-à-dire l'exploitation de l'atome. Les premiers supercalculateurs qui visaient à résoudre les équations de la neutronique pour lesquelles ils étaient faits, pour lesquelles ils étaient conçus. Et donc, au cœur de toutes ces questions, il y a, quand on résout l'équation du transport, c'est-à-dire l'équation du transport des neutrons dans les milieux fissiles, et qu'il y a une réaction en chaîne qui s'auto-entretient, eh bien, comment fait-on pour faire le moins d'approximations possible? Et c'est dans ce contexte qu'est née la méthode de Monte-Carlo. Et la réponse à cette question, ça a été de simuler les neutrons un par un, en utilisant l'aléa des machines. Alors au début, il y avait ce qu'on appelait le fermitron, qui était carrément un bras articulé, c'était pas du tout une machine, mais l'ENIAC, le premier ordinateur entièrement numérique, en 1945, avait été conçu pour des applications de balistique, mais aussi beaucoup
pour la résolution de l'équation du transport dans un contexte de neutronique et vraiment de début de l'industrie nucléaire. Et depuis lors, donc ça fait 70 ans, il y a vraiment un développement croisé entre le Monte-Carlo, les supercalculateurs et la résolution de l'équation du transport pour les neutrons. Et c'est là que les choses intéressantes du point de vue des algorithmes interviennent, c'est qu'en fait, cette méthode Monte-Carlo, elle est face à deux paradoxes. Le premier, c'est que quand on comprend bien, quand on simule les neutrons un par un, le temps de calcul peut être stratosphérique si on veut reproduire le nombre de neutrons qu'il y a vraiment dans une installation. Dans un réacteur nucléaire, il y a 10 exposant 14 neutrons par centimètre cube, donc on est face à un problème. Et l'autre problème qui est terrible, c'est que souvent, on cherche à converger des mesures justement à l'endroit où il ne doit pas y avoir de neutrons. C'est-à-dire à l'endroit où, structurellement, le calcul va être le plus imprécis puisqu'on aura le moins de mesures. Et c'est dans ce contexte qu'interviennent les méthodes de réduction de variance qui sont vraiment intimement liées au code Monte-Carlo. Et je veux juste donner un exemple pour montrer que c'est concret, c'est des questions qui se posent en ce moment. Il existe 3 grands domaines autour du nucléaire. C'est la criticité, c'est tout ce qui est les installations du nucléaire mais qui ne sont pas le réacteur en fonctionnement. Il y a la physique des réacteurs, c'est le réacteur qui est en fonctionnement avec une réaction en chaîne qui est auto-entretenue. Et il y a tout ce qui est la radioprotection. Et dans la radioprotection, on peut penser à 2 applications, par exemple la physique pour le médical, la radiothérapie, dans laquelle on va essayer d'irradier une tumeur, mais sans provoquer de lésions secondaires, donc vraiment de minimiser la dose. Et on comprend bien qu'il va falloir transporter des particules à l'endroit de la tumeur et converger les calculs pour être le plus précis possible, surtout dans des contextes où souvent ces calculs sont faits en live. Et un autre exemple qui est très concret, c'est celui de la fluence cuve. Et donc s'est posé récemment la question du renouvellement des centrales nucléaires, qui était prévu pour 40 ans, les réacteurs de 900 MW. Il y en a une trentaine sur le parc français. Et en fait, la question se posait de savoir, est-ce qu'on peut étendre la durée de vie de ces réacteurs? Mais pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est l'élément le plus fragile, c'est la cuve d'un réacteur. Parce qu'une fois qu'il y a des dégâts causés à la cuve, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc pour faire ça, il a fallu mettre en œuvre ces fameux calculs Monte-Carlo, et il a fallu être vraiment très précis sur la mesure des dégâts causés à la cuve, et donc sur la quantification de la fluence neutronique à la cuve, le plus précis possible, et utiliser ces méthodes. Et c'est dans ce contexte qu'on a développé, en partenariat avec l'école des ponts et le CEA, on a adapté une méthode qui était issue de la théorie des événements rares, donc l'adaptative multilevel splitting, qui est une méthode de réduction de variance qui va consister à pousser les particules vers le lieu de la mesure sans introduire de biais. On a adapté cet algorithme vraiment à la problématique du transport des particules. Et les résultats ont été assez spectaculaires. Hein. Ils ont été intégrés en gros dans le code de calcul français Monte-Carlo principal qui s'appelle Tripoli 4 et qui est utilisé par l'industrie nucléaire. Et maintenant, c'est utilisé dans différents contextes, en recherche fondamentale, en physique des réacteurs et peut-être même en médical bientôt. Et on en reparlera sans doute par la suite. Le nouvel opus des Annales Transition porte sur modèles et données pour l'environnement. Quand on parle de modèles, il est un enjeu parfois très important, c'est la réduction de modèles. Entendez, la réduction du temps de calcul nécessaire à la simulation numérique de systèmes complexes. Virginie Erlacher, c'est votre propos dans Réduction des modèles et jumeaux numériques pour la transition énergétique. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, merci. Bonjour à tous et à tous. Donc effectivement, l'objet de l'article, c'est de faire un focus sur des méthodes numériques qu'on appelle donc méthodes de réduction de modèles. Alors ces méthodes, elles interviennent dans le contexte suivant, où vous avez un système complexe que vous souhaitez simuler numériquement pour essayer de prédire le comportement de votre système, prédire certaines quantités d'intérêt que vous avez envie de calculer, et où votre système est complexe, donc les codes de simulation que vous avez naturellement à disposition, ce sont des codes de simulation qui vont tourner avec un coût de calcul qui peut être extrêmement important. Et en plus, où vous êtes dans des contextes où vous avez envie, où le comportement de votre système dépend d'un grand nombre de paramètres qui interviennent dans votre modèle, et où vous avez envie de connaître le comportement de votre système pour un grand nombre de valeurs de ce jeu de paramètres qui rentrent dans le modèle qui décrit le comportement de votre système. Alors, il y a eu plusieurs exemples qui ont été évoqués lors des tables rondes précédentes où ce type de situation peut se rencontrer. Je vais en donner un autre exemple particulier lié au thème de la table ronde actuelle sur l'énergie.
C'est un contexte qui est lié à une thèse, la thèse de Yona Conjugo-Taumas, thèse qu'il a effectuée en collaboration entre le CEA et l'école des Ponts. Et dans le contexte de cette thèse, les ingénieurs du CEA étaient intéressés pour prédire de manière rapide quel allait être le flux de neutrons au sein des réacteurs nucléaires, pour plusieurs valeurs d'un jeu de paramètres qui est rentré dans le modèle qui définissait ce flux de neutrons. Et ces paramètres, dans le contexte de la thèse de Yona, c'était des paramètres physiques qui permettaient de caractériser quelles étaient les propriétés physiques des combustibles qui composaient le réacteur. Et donc les ingénieurs du CEA étaient intéressés à prédire rapidement, pour plusieurs valeurs de ces différentes propriétés physiques, quel allait être le flux de neutrons au sein du réacteur, et en particulier prédire si le réacteur allait rester stable ou pas. Ce qui est une question un petit peu importante, vous l'imaginez. Sauf que le problème, c'est qu'en général, plus les systèmes sont complexes, plus les codes de simulation usuels sont extrêmement chers à résoudre. Et donc, lorsqu'on est dans des contextes où on a besoin de les résoudre pour un très très grand nombre de valeurs de paramètres, ça aboutit très rapidement à des temps de calcul assez prohibitifs. Et donc, les méthodes de réduction de modèles, leur principe, c'est le suivant. Elles consistent à remplacer des codes de calcul existants qui sont considérés comme étant la référence dans le sens où elles vont vous donner une approximation numérique de la quantité que vous cherchez à calculer qui est extrêmement précise, suffisamment précise pour les besoins que vous avez. Mais par contre, on a envie de faire appel à un autre code de simulation qui, lui, va tourner beaucoup plus vite et va donner une approximation de la solution donnée par les codes de référence, des codes chers. Et alors, pour faire ça, les méthodes de réduction de modèles, il y en a toute une zoologie. Le principe général est toujours le même, quelle que soit la technique de réduction de modèle que vous envisagez. Il y a deux étapes. Une étape qu'on appelle offline, c'est une étape qui est faite une fois pour toutes, qui coûte un petit peu cher en termes de temps de calcul, et qui consiste à faire appel au code de référence pour un petit nombre du jeu de valeurs de paramètres qui rentrent dans le modèle. Ce petit nombre doit être bien choisi. Et là, chaque technique de réduction de modèle a sa propre méthodologie pour le faire. Et ensuite, dans une deuxième étape, ces quelques calculs chers vont être utilisés pour assembler le code de simulation réduit, qui lui va être utilisé pour plein d'autres valeurs du jeu de paramètres qui interviennent dans votre modèle. Et lui, pour le coup, va tourner beaucoup plus vite que les codes de simulation initiaux. Alors, si on arrive à faire ça, vous imaginez bien que ça peut avoir un grand intérêt, ne serait-ce que pouvoir accélérer les temps de simulation de systèmes complexes. Ça permet de gagner énormément en termes de temps d'étude pour votre système. Ça permet aussi d'obtenir des codes de simulation dont la résolution nécessite de consommer beaucoup moins d'énergie que les codes de simulation initiaux. Donc ça peut avoir un intérêt lorsqu'on est amené à utiliser ce type de code de simulation de manière répétée, de manière intensive. Et il y a beaucoup de contextes dans lesquels il est intéressant de faire ça. Donc ça a été évoqué lors des tables rondes précédentes. Par exemple, lorsqu'on a envie de quantifier les incertitudes liées à des paramètres qui rentrent dans un modèle, on a envie de savoir si jamais on ne connaît pas avec précision les valeurs des paramètres qui rentrent dans le modèle, quel va être leur impact sur les incertitudes des quantités qu'on cherche à calculer. Dans le cadre de l'exemple de la simulation des réacteurs nucléaires, les propriétés physiques des matériaux qui composent le réacteur, on ne les connaît pas avec précision. Quelle influence est-ce que ça va avoir sur les incertitudes du flux de neutrons qui va être créé au sein du réacteur? C'est un premier contexte important. Deuxième contexte va être si on souhaite contrôler en temps réel votre système. Vous avez envie de connaître rapidement si jamais vous exercez tel ou tel contrôle, quelle va être la réaction de votre système, et est-ce que ça va être la bonne réaction, celle que vous cherchez à obtenir, etc., etc. Les exemples peuvent se prolonger dans de multiples contextes. Et du coup, donc, pour construire de tels codes de simulation réduits, il existe toute une zoologie de méthodes, et un des points de l'article est de faire présenter les plus grands principes qui sous-tendent chacune d'entre elles. Les réseaux de neurones et l'IA en font partie, mais pas que. Et suivant les types de problèmes, il y a certaines techniques de réduction de modèles qui peuvent être plus adaptées que d'autres.
Et je remercie également 3 collègues qui permettent d'illustrer l'importance de ces techniques de réduction de modèles sur les cas d'application qui les intéressent particulièrement, en lien avec les thèmes de l'énergie. Il s'agit de François Madiot pour des applications liées à la neutronique, qui est un collègue du CEA. Il y a aussi Guillaume Enchéry qui parle de l'intérêt des modèles réduits pour les simulations d'écoulement en milieu poreux fracturé pour des applications liées au stockage de CO2, donc c'est un collègue de l'IFPEN. Et enfin, il y a Fabien Cazenave, qui est un collègue de Safrantech, qui parle de l'intérêt des modèles réduits pour Safran, pour simuler le comportement de pièces de moteurs d'avion. On abordera à nouveau ces questions de réduction de modèles par la suite, mais lorsque l'on parle d'énergie, l'un des enjeux actuels et à venir réside aussi dans notre capacité à produire de façon plus environnementalement viable et durable. Alors mieux comprendre, mieux maîtriser notre chimie, cela va dans ce sens. Comme vous l'évoquez, dans la chimie numérique décode les réactions catalytiques de la transition énergétique. Pascal Reybaud, vous avez la parole. Merci pour cette introduction, merci aussi pour cette invitation à participer à cette table ronde qui est forcément diverse par nature. L'énergie, c'est un vaste domaine et effectivement, nous sommes sur des thématiques assez diverses, mais néanmoins parfois transverses. Un exemple, je rebondirai tout à l'heure sans doute, ce qui a été donné précédemment. Oui, le contexte de cet article que nous avons coécrit avec des collègues d'IFPEN et aussi avec certaines contributions d'ailleurs de l'École des Ponts, se situe bien sûr ancré dans la transition énergétique et le positionnement de la chimie numérique, notamment dans cette transition, afin d'aider à la mise au jour de catalyseurs. Alors, peut-être que dans cette audience, tout le monde ne connaît pas ce qu'est un catalyseur, mais sachez-le que c'est un composé chimique qui permet d'accélérer les réactions chimiques, de réduire leur coût énergétique, donc de garantir une certaine efficacité énergétique et déjà en ce sens d'être ancré dans une transition énergétique finalement. Et ce matériau ou ce composé chimique au sens large, eh bien, il permet de faire des formations et ruptures de liaisons chimiques dans des molécules. Donc, à partir de là, quand on a conscience de cet enjeu, eh bien, on se pose le problème de suite à l'échelle de l'atome et des électrons constitutifs des molécules que l'on veut activer finalement ou former. Et donc, derrière, arrive une équation maîtresse que je pense même, si vous n'êtes pas chimiste, la plupart d'entre vous, si ce n'est tous, avez entendu parler, c'est l'équation de Schrödinger qu'il faut résoudre pour obtenir la distribution des électrons, la fonction d'onde électronique dans le système et ainsi savoir comment fonctionne finalement la réactivité chimique et essayer de l'anticiper. Donc cette équation de Schrödinger est très complexe, elle fait appel à des concepts fondamentaux de la physique très compliqués et puis bien sûr elle ne peut pas se résoudre dans tous les cas que l'on a dans nos systèmes de façon exacte et précise. Donc il y a eu des formalismes développés par des physiciens, mais avec des concepts mathématiques derrière très puissants. Mais bien sûr, bon, je fais là plutôt allusion à des physiciens comme Walter Kohn, qui a eu prix Nobel en 98 et qui, grâce à ses travaux, a permis à cette, si je puis dire, ce formalisme d'irriguer toute la chimie numérique en aval pour résoudre cette équation de manière un petit peu plus efficace et permettre de se confronter aux problèmes finalement jusqu'à aujourd'hui de la chimie devant la réactivité d'un catalyseur, par exemple. Et conjointement à ces trouvailles, si je puis dire, de Walter Kohn, qui sont été publiées, en fait, ça remonte déjà aux années 60, il y a eu tout à fait de façon anodine, on pense qu'on peut le dire, la fameuse loi de Moore proposée par Moore dans les mêmes années, c'est très symptomatique, et qui, comme vous le savez, permet d'annoncer cette efficacité, cette révolution des supercalculateurs et des calculateurs haute performance qui servent justement activement aujourd'hui à résoudre cette équation numérique encore aujourd'hui. Et grâce à ces deux conjonctions, finalement technologiques et théoriques fondamentales, on a aujourd'hui des outils numériques qui permettent d'appréhender ces problèmes complexes. Alors l'article illustre quelques exemples concrets dans le domaine des procédés
pour la transition écologique, donc effectivement la transition énergétique, lapsus révélateur, et je dirais, effectivement on a des procédés qui peuvent être des procédés chimiques, mais aussi des procédés électrocatalysés, des procédés photocatalysés aujourd'hui aussi, et puis bien sûr tout ce qui est l'enjeu du recyclage des plastiques par exemple, du recyclage des métaux, on a là derrière tout un ensemble très vaste qui peut faire appel à cette chimie numérique, et on en illustre quelques exemples, notamment dans l'article, avec une ouverture, bien sûr, dans les perspectives dont on parlera, qui se pose en termes d'intelligence artificielle, comment des algorithmes à ce niveau-là peuvent nous aider à la fois à accélérer peut-être ces simulations et à capter des événements rares également, sur lesquels je reviendrai, qui ont été déjà mentionnés. Donc je m'affranchis d'en dire plus, mais on pourra peut-être en rediscuter après. Mais on a bien perçu qu'il s'agissait d'abaisser le coût énergétique des réactions, de gagner du temps de recherche. On y reviendra justement grâce à ces modèles mathématiques, ces supercalculateurs que vous évoquez et l'intelligence artificielle. Solaire, nucléaire, chimie, l'énergie peut aussi provenir de l'utilisation du vent, de nos parcs maritimes notamment. Et dans l'article « Le dimensionnement des éoliennes en mer », Fabien Rebaud, vous nous parlez des défis à considérer. Pouvez-vous nous résumer votre article? Oui, bonjour à toutes et à toutes. Merci aussi pour l'invitation à cette superbe table ronde. Effectivement, je vais parler de dimensionnement des éoliennes et en particulier du dimensionnement des éoliennes en mer. Il faut savoir que c'est une technologie qui est assez récente, qui a à peu près une trentaine d'années pour les premiers parcs éoliens. Au début, on était sur des technologies de l'ordre de quelques mégawatts, 1, 2 ou 3. Aujourd'hui, on est sur des parcs de 80 unités, de chacune 6 mégawatts. Donc on est sur des grosses structures qui, pour certaines et pour celles qui sont actuellement en test et au catalogue, avoisinent la taille de la Tour Eiffel. On est sur des mâts qui font 150 mètres, auxquels on additionne une pale qui fait 120 mètres. Voilà, 270 mètres de haut, on n'a rien à envier à la grande structure parisienne. Le problème, c'est que ces structures-là, qu'on commence à mettre en mer pour des questions d'espace et de voisinage, elles sont à l'interface de beaucoup de domaines différents de la physique. On pense tout de suite à l'aérodynamique, évidemment, sur les pales, mais ces pales qui sont des structures très élancées, très grandes, sont soumises à des efforts qui sont colossaux, et du coup se déforment. Donc il nous faut aussi un modèle de déformation des pales. La tour, également, est soumise au vent. Elle aussi doit être soumise à une déformation qu'on est censé calculer. Si on les met en mer, on est également soumis aux vagues, forcément, et ensuite, si on les pose, si on les fixe au sol, type monopieux, donc un clou qu'on enfonce dans le sol et on visse l'éolienne dessus, je schématise un peu, mais globalement, c'est ça la méthode. Si on les met dans le sol, du coup, il nous faut un modèle de réaction du sol pour tout ça. Ce modèle-là, l'ensemble de ces modèles-là doivent parler entre eux en temps réel, si on veut être capable de simuler, avoir une simulation temporelle de la réponse de l'éolienne. Et cette simulation temporelle, on doit la faire pour beaucoup d'états de mer, beaucoup d'états de vent, pour vérifier en fatigue et en environnement extrême la résistance des éoliennes qu'on dimensionne. Donc ça fait déjà un joli défi, tout ça entre eux. À savoir que le futur, enfin la partie actuelle et future du développement se fera probablement en direction du flottant, qui rajoute encore d'autres défis, puisqu'on est sur des structures qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus soumises aux vagues, donc les modèles hydrodynamiques doivent être améliorés. On ne peut plus juste prendre ce qu'on prenait pour des systèmes type monopieux. On va aussi avoir les lignes d'ancrage qui seront à modéliser, qui peuvent avoir des comportements qui sont pour le coup qui sont non linéaires, en tout cas à l'échelle macroscopique, même si on considère des modèles plus simples, type éléments finis. Et donc pour chacun de ces différents éléments, ces différentes boîtes qu'on va imbriquer entre elles, il nous faut un modèle. Alors en tant qu'ingénieur qui avons besoin de faire un très très grand nombre de simulations, puisqu'on parle d'une durée de vie de 20 à 25 ans, donc des états de mer qui pourraient être, et de vent qui peuvent être très très variés, et des états de production également. Du coup on utilise des briques assez simples pour chacune, qui ont fait leurs preuves, dont on connaît à peu près les incertitudes et les limites de validité. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une relative confiance dans les designs qu'on fait.
Alors, il faut savoir que le dernier parc, le premier parc flottant a été mis en fonctionnement à la fin de l'été dernier pour une puissance de 480 MW, ce qui représente quand même à peu près un demi% de la production énergétique française totale. Donc on n'est plus de l'ordre de grandeur du négligeable. On a ajouté 10% à notre production éolienne grâce à un parc. Il y en a 2 autres qui doivent arriver d'ici la fin de l'année. Et plusieurs autres dans les années à venir. Et les premiers parcs flottants sont actuellement en conception et les appels d'offres vont bientôt être donnés. Et ça devrait s'accélérer parce que même si on a eu les premiers appels d'offres il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, effectivement, on a des décisions qui ont été prises pour permettre l'installation plus rapide de ces parcs. On sait aujourd'hui comment procéder, comment évoluer et comment agir. Effectivement, le design des parcs précédents, forcément, on ne repart pas de feuilles blanches. On a amélioré nos méthodes, on a gagné en efficacité et en production. Et aussi, on a gagné en termes de... Alors ça, c'est moins dans ma branche, qui est plutôt la branche scientifique, mais plutôt la branche terrain, en expérience sur les études terrain, les études environnementales, le dialogue avec les parties prenantes sur les différents sites. Donc en mer, on va tout de suite penser aux riverains, aux pêcheurs, et potentiellement plein d'autres, aux gens qui font de l'aviation. Enfin, il va y avoir pas mal de parties prenantes. Et le fait que les décisions de justice aient déjà été jugées sur certains points va faire jurisprudence potentiellement pour d'autres parcs qui sont attendus. Enfin, les premiers parcs, du coup, il y a eu un délai de 11 ans, je crois, entre l'appel d'offres et on relie au réseau. Et on espère que les parcs futurs, on sera plutôt dans les 6 ou 7 ans en fonction des volontés politiques. Mais là, c'est plutôt une question de volonté politique qu'une question de design et de science, là où nous, il nous faudrait plutôt, on va dire 2 ans, 1 an ou 2 pour designer un parc, étant donné les compétences actuelles. Eh bien, super, merci beaucoup. On va peut-être réagir. Est-ce que vous avez envie de réagir aux diverses présentations qui ont été faites Allez-y, Eric. Alors, il faut parler toujours dans le micro, col de signe. Alors, peut-être que... Voilà, c'est un signe, peut-être, je sais pas, je voulais faire une blague, mais ça ne marche pas. Allez-y. Je suis en train de me faire engueuler. La fatigue. Non, je voulais réagir au propos de Virginie que je trouvais très intéressant parce que donc sur la réduction de modèles, parce que quand je travaillais à l'IRSN, on a eu une problématique très similaire et qui questionnait un peu sur les aspects juridiques de l'utilisation des algorithmes. En l'occurrence, c'était à l'IRSN, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des contextes de crise, c'est-à-dire que quand il y a un accident grave nucléaire, le but est que l'organisme puisse assez rapidement comprendre de quoi il s'agit, d'où ça vient, etc. Et souvent, les médias mobilisent rapidement l'IRSN pour savoir ce qui s'est passé où. Donc il faut faire en quelque sorte des calculs inverses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation des codes Monte-Carlo, ce sont des codes qui sont vraiment extrêmement précis, qui sont quasi exacts, mais qui sont extrêmement lents. Les codes déterministes avec des mailles faibles sont aussi éventuellement lents et complexes à utiliser. Et donc dans ce contexte, ce qu'on avait fait, c'était, on avait paramétré des réseaux de neurones de sorte à ce qu'ils reproduisent le plus fidèlement possible le comportement de codes qui étaient commerciaux, dont je ne citerai pas le nom, mais qui valait un demi-million d'euros. Et en fait, en quelques kilo-octets de mémoire, les poids du réseau de neurones profonds, on arrivait à reproduire sur un périmètre d'utilisation qui était celui qui était d'intérêt, le comportement du code extrêmement coûteux et long à utiliser. Et s'était posé la question, en fait, de pouvoir déployer et communiquer autour de l'utilisation de ce type de logiciel, parce que finalement, en termes de droit, on peut très vite se retrouver facilement à absorber de l'information propriétaire, un peu comme le fait, je m'en voudrais de ne pas parler de ChatGPT-4 aujourd'hui, mais un peu comme le font les modèles de langage à apprentissage semi-supervisé, qui siphonnent un peu de l'information qui peut-être est propriétaire sur Internet
et qui finalement la restitue à bas coût, quoi. Et donc ce que je voulais dire, c'est juste qu'il y a des aspects aussi juridiques autour de ces questions. Alors justement, comment produire, on se lance dans les échanges, quand on parle d'énergie, comment produire mieux et plus propre avec le numérique? Là, c'est une question qui est relativement large. Michel Delara, je vous vois hausser les sourcils, mais dans l'optimisation, finalement, on s'y retrouve dans cette question. En principe, N'oubliez pas le micro. L'optimisation, ça permet effectivement d'économiser les ressources, donc ça va dans le bon sens. Alors maintenant, est-ce que c'est très utilisé? Moi, je ne sais pas, les expériences qu'on a eues avec Schneider, par exemple, on leur a montré qu'avec des méthodes qu'on avait sous la main, même pas les nôtres, on faisait mieux, et voire beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient, mais le département marketing a décidé que c'était trop compliqué, donc il ne le ferait pas. Donc je ne sais pas trop dans la vraie vie quelle serait notre contribution. Et si vous demandez mon avis de citoyen là-dessus, je pense qu'une bonne taxe carbone ferait du bien, mais les gens n'en veulent pas, et ça n'a rien à voir avec l'optimisation. Mais sur l'optimisation, on arrive, d'après les méthodes que vous développez, en tout cas, à ISO moyen, partager au mieux les ressources, ou en tout cas, quand on a des ressources qui sont variables, comme vous le disiez, avec l'apport d'énergie renouvelable, on arrive quand même à distribuer l'énergie du mieux possible. Donc on optimise, donc quelque part... Ça c'est vrai. Je dirais que le problème principal qu'on a maintenant, enfin on le voit nous, parce que je parlais d'EDF, mais ce qu'on a observé comme mouvement, c'est qu'on était de plus en plus sollicité par des petites boîtes, alors pas toutes sont petites, Total Energy c'est gros, Schneider c'est gros, mais aussi des petites. Et en fait le problème qu'ils ont, c'est de se lancer, notamment dans le stockage. Par exemple, on travaille sur l'hydrogène, donc c'est des domaines où il y a à peu près rien, donc les gens ils inventent des scénarios de demande, ils inventent des scénarios, et ils se posent la question... Quelle est la taille du stockage? Voilà. Donc c'est des problèmes de design que les gens rencontrent. Et je comprends la difficulté, parce que c'est des systèmes qui n'existent pas, quoi. Donc il faut se poser la question, il faut se lancer. Alors là, l'optimisation, je pense qu'elle peut aider à bien poser les problèmes, notamment le risque, gérer des scénarios pour ces problèmes de design. Donc il y a non seulement les problèmes dont je parlais au début d'allocation, c'est-à-dire mes sources sont là, mes besoins sont là, l'allocation optimale, mais il y a aussi des problèmes de design, c'est-à-dire comment je dimensionne notamment le stockage, parce que c'est l'enjeu du renouvelable. Comment calibrer au mieux le stockage, c'est ça, parce qu'on a plus de variabilité au niveau des intrants. En gros, pour aller vite, si vous avez un immense stockage, vous n'avez pas besoin de mathématiques, parce que votre stockage est immense, donc à tout moment, vous pouvez satisfaire l'offre et la demande. Mais si vous voulez un petit stockage, il faut des maths, parce qu'il faut pouvoir gérer optimalement ce petit stockage. Donc c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Voilà. Virginie Arlacher, est-ce que justement la réduction de modèles, c'est une façon de demain, ou d'ores et déjà, aujourd'hui même, de produire mieux et plus propre grâce au calcul, grâce au numérique? Vous allez nous dire que oui, évidemment. Hein, ça, on passe de temps de calcul de plusieurs semaines, de semaines ou de jours, grâce aux réductions de modèles, à effectivement des temps de calcul de l'ordre de la minute, c'est ça? Alors, on peut obtenir de tels gains en temps de calcul pour certains types de problèmes, et dans ce cas-là, effectivement, c'est intéressant. Je dirais aussi, pour rebondir avec ce qui a été dit par Eric et ce qui a été dit précédemment, il reste là, on a vu qu'il y a un problème un peu commun à presque tous les intervenants, qui est comment est-ce qu'on peut prédire efficacement, rapidement, les propriétés d'un certain système de manière à pouvoir optimiser des enjeux liés ici à la production énergétique pour cette table ronde, à la prévision du climat pour celle d'avant. Il y a un gros enjeu qui est un peu commun à toutes les approches qui peuvent être utilisées, y compris celles utilisant de l'IA, qui est de certifier les codes de simulation numérique qui sont utilisés, que ce soit les codes issus de réduction de modèles, des codes issus de méthodes d'apprentissage profond basées sur de l'IA, etc. Et ça rejoint les questions liées de nature juridique que tu évoquais. C'est que pour pouvoir utiliser ces outils qui sont à disposition et qui se développent pour améliorer les simulations numériques, il faut pouvoir garantir leur validité. Et dire que ce qu'on calcule, c'est vraiment ce qu'on souhaitait calculer, à quel degré de précision. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour dimensionner c'était Sébastien aussi qui le mentionnait, pour dimensionner des infrastructures critiques.
Quand on parle de produire plus propre ou de façon plus efficace, j'imagine que voilà, on est au cœur de votre article, Pascal Rébaud, avec voilà, les sciences du numérique, la chimie numérique. Alors, l'idée, c'est d'utiliser... oui, dans notre domaine, c'est vrai qu'on est aujourd'hui face à un défi, à plusieurs défis, c'est-à-dire identifier des procédés plus propres, pour produire donc aussi des carburants alternatifs par exemple ou des molécules biosourcées, et donc il y a un enjeu colossal dans la complexité de ces réactions souvent mises en jeu, sans entrer dans les détails, mais si vous voulez par exemple transformer une molécule issue de la biomasse en une molécule valorisable qui soit donc dans un contexte effectivement de transition énergétique, on a un réseau réactionnel de chimie très compliqué, avec des arbres produits complexes, et effectivement, adossé à cela, trouver des matériaux ou des composés chimiques pour transformer et cet arbre, si je puis dire, produit de la manière la plus intelligente, et on parlera plus que d'activité en chimie de sélectivité, c'est-à-dire être vraiment précis sur la cible molécule, sachant qu'il y en a tout un panel qui peuvent se former de façon non souhaitée. C'est un enjeu pour la chimie numérique d'essayer d'anticiper et de prédire. Donc l'aspect prédictif évoqué est effectivement au cœur de notre défi pour cette énergie plus propre, et effectivement développer à la fois des modèles qui soient réalistes et performants. Ça passe par mieux cartographier la réaction, et la réaction, je le disais rapidement tout à l'heure, c'est un événement rare, hein. Et donc là, on a besoin effectivement d'avoir des outils performants et des outils aussi d'algorithmes de calcul pour identifier ces événements rares. Donc mon collègue Eric faisait part de l'adaptative multilevel splitting. Nous avons eu aussi l'occasion de l'utiliser avec nos collègues des ponts, Tony pour ne pas le nommer, mais effectivement sur un autre axe pour essayer de décrypter un mécanisme réactionnel. Et effectivement, c'est dans cela qu'on peut miser peut-être pour le futur, essayer d'avoir des nouvelles finalement méthodologies qu'on n'a pas encore explorées dans le domaine de la chimie du numérique, et effectivement pour décrypter ces réactions nouvelles. Donc voilà, peut-être en 2 mots pour... Dans le domaine des éoliennes, justement, le défi des éoliennes flottantes, c'est aussi une façon de demain, si on arrive à résoudre et à maîtriser cette équation, c'est aussi produire de l'énergie plus propre et moins coûteuse aussi. Alors oui, effectivement, le numérique, si on devait s'en passer, aujourd'hui, on remplacerait par l'expérience. L'expérience, on l'utilise, hein, c'est nécessaire pour des processus de certification, c'est nécessaire pour caler nos codes, c'est nécessaire pour énormément de choses. Mais si on devait l'utiliser de manière systématique dans des procédures de design, il serait impossible de mettre à l'échelle le dimensionnement de l'ensemble de ce qu'on doit faire. On remplace petit à petit des choses qui étaient attribuées à l'expérience dans les années 70-80. Une bonne partie de l'hydrodynamique de nos calculs vient de l'oil and gas, du design sur les plateformes pétrolières qui a été fait dans les années 60 à 90, qui font toujours aujourd'hui, mais qui était faite en grande partie en expérience, et les prérogatives sont passées côté numérique. Ce qui nous permet de tester un nombre d'hypothèses énorme. Les projets sont foisonnants et les solutions sont diverses et variées en flottant, dans vraiment toutes les directions possibles et imaginables. L'objectif, c'est ensuite de les tester à moindre coût, sans avoir à construire un bassin d'essai, à tester des dizaines et des dizaines de conditions atmosphériques simulées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une cuve qui fait des vagues et du vent en même temps, les deux avec la bonne échelle et de la bonne manière, c'est très rare, c'est très difficile à capter et c'est très cher à faire fonctionner. Une cuve numérique, ça l'est beaucoup moins. Éric Dumonteil, quand on parle d'énergie plus propre, vous évoquiez, en préparant cet échange, les nouveaux moyens qui se développent aujourd'hui. Le passage, notamment dans le cadre du calcul de code et d'équations, l'utilisation de GPU, par exemple. Oui, donc c'est vrai que une des questions qui se posent, c'est que
finalement, l'utilisation de codes, comme les codes Monte-Carlo, là, permet en effet d'optimiser des installations, et donc à ce titre est plus propre, parce qu'on va au plus près du besoin, on ne déploie pas plus de matière que de besoin, etc. Mais dans le même temps, en fait, quand on simule les neutrons un par un, les calculs sont extrêmement coûteux et énergivores. On parle des fois de frugalité numérique. Nous, on s'était amusé, par exemple, à calculer, en faisant quasiment aucune approximation, le démarrage d'un petit réacteur nucléaire en simulant vraiment le nombre de neutrons qu'il y avait dans le réacteur. Et en fait, on se rend compte, peut-être qu'il y a une loi fondamentale cachée derrière ça, mais qu'il fallait presque l'énergie du petit réacteur pour faire le calcul du petit réacteur. Et ça, donc, du coup, ça amène à réfléchir Sur le gain réel, quoi. sur le gain réel. Et c'est là que, justement, le travail avec Tony Lelièvre, pour ne pas le citer non plus, donc le partenariat avec l'École des Ponts et le CEA a été très intéressant. C'est que les méthodes de réduction de variance permettent de gagner énormément de temps de calcul, sauf qu'elles ont besoin de fonctions de coût, c'est-à-dire elles ont quand même besoin d'une espèce de connaissance du système. Et pour donner un exemple des travaux qui sont menés en ce moment et que je trouve qu'ils s'inscrivent peut-être dans un contexte à terme de transition, c'est qu'il n'est pas exclu que les simulations apprennent d'elles-mêmes. En l'occurrence, quand on veut estimer la fonction de coût des méthodes de réduction de variance, donc qui permet de gagner du temps de calcul à parité de précision, cette fonction de coût-là, soit on la connaît par des expériences, par l'expertise de l'utilisateur ou par l'utilisation d'autres codes déterministes, soit en fait on peut utiliser le Monte-Carlo comme vraiment une expérience numérique qui va générer des faits, des mesures, et qui va contribuer à renforcer, à améliorer la connaissance de la fonction de coût elle-même. Et donc ce que je voulais dire, c'est que tout ce contexte de méthode de réduction de variance peut s'appuyer, en tout cas il y a des travaux en ce moment pour essayer de l'accoler vraiment au modèle de réduction de données, au modèle de machine learning, et il n'est pas exclu que vraiment il y ait des avancées spectaculaires dans ce domaine. Alors, les grandes voies à explorer, les grandes voies scientifiques, on parle de méthodologie et de réflexion à explorer pour produire l'énergie de demain. Je me tourne vers vous, parce que dans la façon de concevoir ce que vous disiez, l'approche justement, la production d'énergie renouvelable avec les maisons, le fait de décomposer, de prendre le problème un par un, est-ce que ces questions de réflexion de comment on optimise notre production d'énergie, la gestion de l'énergie, elle doit s'emparer d'une réflexion scientifique, méthodologique différente? Oui, alors, scientifique, moi je trouve que le mot est employé un peu excessivement, quoi. C'est mon côté profane. Hein, ouais. Oui, d'ailleurs, je m'abrite derrière des mots qui me... Modèles, données et autres. Et en optimisation, on résout des problèmes. Hein. On est des ingénieurs, on résout des problèmes, et ces problèmes reposent sur des modèles. Effectivement, les modèles, ça sert à prévoir, et c'est pour ça que ça repose sur la physique ou sur les réseaux de neurones. Mais en fait, l'ingénieur, il se pose un problème. Et poser le problème, c'est en général la moitié du temps qu'on passe, c'est poser le problème. Ensuite, on met en œuvre des méthodes. Ça rejoint ce que disait Virginie Arlacher sur le choix, effectivement, de certains paramètres, de certaines équations quand on réduit les modèles. On est un peu sur cette même réflexion, je ne me trompe pas. C'est le temps de préparation est aussi important, non? Vous réagirez après, excusez-moi. Pardon. Voilà, allez-y, Michel. Je vais donc finir sur la partie... moi, ce que je vais décrire, c'est ce que je vois dans le monde de l'énergie et de l'optimisation, les changements que je vois. C'est le mot flexibilité, par exemple. Donc les gestionnaires, quand vous avez cette partie aléatoire aussi bien dans l'offre que dans la demande, la question c'est d'agir sur la demande, chose qu'on faisait moins avant. Et donc agir sur la demande, ça veut dire par exemple établir un contrat avec les usagers que nous sommes. Et donc il faut concevoir ces contrats. Voilà, donc on voit de plus en plus dans le monde de l'énergie, de théorie des jeux, de théorie des contrats. Il y a ce qu'on appelle l'optimisation décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le planificateur central qui décide pour tout le monde, mais chacun dans son coin va décider, donc il y a des incitations à faire. Donc on voit l'optimisation qui est de plus en plus, ouverte,
théorie des jeux, optimisation décentralisée. Et moi, un point qui me paraît important à développer, parce que je le vois aussi dans la gestion de la biodiversité, c'est la question du risque. Par exemple, on avait travaillé avec Électricité de France sur la gestion d'un barrage. Et il nous disait, en gros, ce barrage, en juillet et en août, il doit servir pour que les gens puissent faire du bateau et nager. Et la règle était la suivante. Une année sur 10, on avait le droit qu'il n'y ait pas assez d'eau dans le barrage. OK, donc on nous donne ce problème d'optimisation. Nous, en bons optimiseurs, on le pose avec mes collègues Pierre Carpentier, Jean-Philippe Chancelier et autres. Et puis on avait une contrainte. Une année sur 10, on avait le droit de ne pas satisfaire cette contrainte. De risque, donc. Hein. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a montré les trajectoires optimales à EDF. Tout était bien, mais une année sur 10 où on avait le droit de vider, nous, on a vidé le barrage. Enfin, nous, le programme d'optimisation, il a vidé le barrage, parce que quand même, le problème qu'on nous posait, c'était de gagner de l'argent avec ce barrage. Et là, les gens d'EDF nous ont dit, non, 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 pas du tout, c'est pas ce qu'on voulait. Et donc, en fait, ils avaient mal posé leur problème de risque, puisqu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas la probabilité qu'une année sur 10, ça se passe mal. Ce qui compte, c'est que l'écart entre ce niveau idéal de lac et un niveau dégradé soit faible. Et mathématiquement, c'est passer d'une value at risk à une conditional value at risk. Et ça, c'est des mathématiques. Et donc, cette question du risque, vraiment, elle est intéressante, parce qu'il y a des tas... On travaille avec RTE actuellement. Pareil, on aimerait bien les intéresser à ça, quoi. C'est un domaine où il y a des modèles de prévision qui permettent de quantifier l'incertitude, et ensuite, c'est branché sur un problème de décision. Et c'est ça, autrement dit, moi je pense qu'il y a trop d'efforts qui est mis dans la réduction des incertitudes. Et par exemple, en biodiversité, ça ne sert à rien. Il y a tellement d'incertitudes qu'il faut vivre avec. En revanche, on doit faire l'effort de poser des problèmes de décision qui incorporent ces incertitudes. Et ça, c'est le domaine du risque. Ça veut dire qu'on a un effort à faire déjà sur la culturation, sur la compréhension, sur la façon de traduire. C'est pour ça que Allez-y. Distinguer modèle et problème, ça aide déjà. Les modèles, c'est ce qui produit des prévisions. Les problèmes, c'est formuler un problème de décision qui va reposer là-dessus. Toute cette chaîne-là, c'est l'activité des ingénieurs. Effectivement, il faut arriver à acculturer nos esprits qui ne sont pas faits pour ça, à ce genre de choses. On enchaîne sur ces grandes voies scientifiques, méthodologiques à imaginer demain, ou pourquoi pas les transitions à opérer dans un futur proche. Tiens, Eric, n'oubliez pas le micro. Moi, une de ces transitions, toujours c'est spéculatoire, mais voilà, à laquelle on peut penser, c'est pareil, le Monte Carlo, ça fonctionne bien sur des architectures de calcul massivement parallèles. On fait du calcul intensif, mais le calcul intensif, lui, le désavantage du Monte Carlo, c'est qu'il a besoin de mémoire. Et quand on a besoin de mémoire, on a du mal à adapter les algorithmes de sorte à ce qu'ils fonctionnent sur des cartes graphiques qui, elles, font des calculs très rapidement. Donc ça, c'est dommage. On fait plutôt des calculs sur des CPU que sur des GPU. Et les GPU, donc les cartes graphiques, savent bien faire des produits matrice-matrice, matrice-vecteur. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir utiliser ça à terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement les algorithmes de machine learning qui peuvent être implicitement utilisés par le Monte Carlo, eux, utilisent des calculs sur des GPU. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une espèce de spirale. La machine de Turing, dans les années 1950, qui avait été conçue pour un peu structurer les premiers ordinateurs, sépare la mémoire vraiment des unités de calcul. Et il y a cette séparation. Et en fait, dans le machine learning, ou quand on utilise des réseaux de neurones, la connaissance, les données et les algorithmes sont mélangés dans une même infrastructure. Et maintenant, il commence à apparaître des puces, comme la puce North Pole d'IBM, qui sont des architectures biomimétiques, dans lesquelles on a vraiment un réseau de neurones qui est hardware. Et on sent bien là qu'il s'opère un espèce de rapprochement entre les algorithmes et les architectures qui, lui, pourraient vraiment être intéressants à exploiter numériquement, quoi. Virginie Erlacher, quand on parle de transition ou de voies à explorer. Oui, donc peut-être en lien avec des aspects qui ont été évoqués dans cette table ronde et les tables rondes précédentes, sur comment les utilisations de l'IA versus l'utilisation des modèles. De plus en plus, ce qu'on peut voir, c'est que
les méthodes qui apportent les meilleurs résultats sont des méthodes qui combinent un peu tous les aspects, à la fois les modèles physiques, mathématiques, économiques, les données et l'IA, et qu'il n'y a pas forcément un antagonisme entre ces deux mondes-là. Et donc, en termes de transition, c'en est une à évoquer. Les méthodes de simulation numérique vont de plus en plus vers des outils qui combinent tous ces objets-là. Et in fine, pour ce qui est des enjeux de la transition énergétique, le but, in fine, c'est de pouvoir produire des systèmes, de l'énergie plus efficacement et plus sûrement. Et puis vous, dans votre domaine en particulier, il y a aussi un travail, de compréhension, et il faut convaincre aussi les utilisateurs de ces modèles, enfin de ces réductions de modèles, que ça fonctionne parfois de façon plus appropriée. Oui, tout à fait. Ça passe par les enjeux de certification que j'évoquais, je ne reviendrai pas là-dessus, et ça passe beaucoup par les mathématiques. Parce que c'est précisément des outils mathématiques qui permettent de garantir que tel ou tel outil de simulation va être pertinent pour simuler tel ou tel système, et on pourra avoir une prédiction correcte, ou alors au moins pour quantifier le degré d'erreur qu'il va y avoir sur les quantités qu'on cherche à prédire. Et là, effectivement, c'est un enjeu fondamental. Pascal Raybaud, quand on parle justement de ces voies explorées, aussi de ces voies méthodologiques ou des transitions à effectuer, il y a un point qui est important aussi et qui vient quelque part d'être évoqué, l'expérimentation. Oui. Elle existera toujours, elle est nécessaire. Tout à fait. Pour rebondir là-dessus, c'est clair, et peut-être pour mieux le faire comprendre, en revoyant les méthodologies que nous utilisons, nous, dans le domaine de la chimie, il y a une question de précision. Et la précision, le Graal, c'est la précision chimique. En gros, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le juge de paix quand on a effectivement simulé nos événements réactionnels et que l'on a déduit des grandeurs qui peuvent être observables, soit spectroscopiques, soit réactives. Eh bien, on a un expérimentateur en face qui va ou non avoir des données que l'on peut comparer. Et dans ce domaine-là, effectivement, c'est le juge de paix. Donc, il y a un dialogue expérience-théorie qui doit être là, présent en permanence. C'est-à-dire que le chimiste numéricien ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire. C'est bien sûr une évidence. Et on doit aussi avoir finalement des méthodologies qui doivent avancer dans le sens d'améliorer à la fois la précision pour pouvoir dialoguer de plus en plus finement. Pour compléter cet aspect, il y a effectivement un aspect qui peut être un peu déstabilisateur pour l'expérimentateur que j'ai moi souvent en face. C'est vrai qu'il y a l'aspect prédictif. Et l'aspect prédictif, pour convaincre, il faut justement avoir des méthodes fiables. Et aujourd'hui, dans nos domaines, par exemple, c'est l'exploration de nouveaux matériaux pour ce défi de demain, cette transition que l'on doit faire. Et la mise au jour de ces nouveaux matériaux peut passer par de l'IA et par effectivement une accélération de l'exploration des configurations, finalement, pour résumer, de l'espace des phases. Donc ça, c'est très alléchant, mais effectivement, ça nécessite d'acquérir des données massives en grand nombre, ce que l'on n'a pas encore beaucoup dans le domaine de la chimie numérique pu acquérir ces dernières années. On commence à en avoir des données cumulées, mais je vous entendais parler de standardisation tout à l'heure dans d'autres domaines. Je pense qu'on n'est pas encore là, malheureusement, pour nous, si je puis dire, mais ça va devenir. Et effectivement, ça permettra vraisemblablement de voir si ces méthodes d'IA pour la prédiction un peu ex nihilo, si je puis dire, et in silico, marchera et fonctionnera. On n'a pas encore ces éléments aujourd'hui parce que, effectivement, il y a beaucoup de choses qui restent à écrire. Et peut-être, pour terminer, effectivement, revenir sur ce lien important, c'est que jusqu'à présent, avec la chimie numérique, l'important c'était de mieux comprendre. Et je l'ai entendu aussi dans une table ronde précédente, et ça, finalement, ça m'a rassuré, de voir que les gens, dans le domaine du climat, par exemple, évidemment, avaient un besoin d'avoir des outils, certes, qui permettent d'accélérer peut-être des prédictions, mais in fine, d'avoir aussi la possibilité de retourner à l'explication du résultat. Or, ce
dont on se rend compte aujourd'hui dans nos domaines de la chimie, c'est qu'effectivement on peut accélérer l'acquisition de ces résultats, mais à la fin le chimiste se retrouve devant un résultat qu'il ne comprend pas forcément toujours, parce que les algorithmes sont passés par là et l'IA massive pourrait poser ce danger. Et donc là, le risque à l'avenir qu'il faut éviter, je pense que c'est évidemment la fracture avec le monde expérimental, parce que sinon ça ne marchera jamais et on ne pourra pas convaincre dans un domaine où les risques, évidemment en chimie, vous pouvez les imaginer lorsqu'on passe à un procédé sur site, ne peuvent pas être pris. Donc il y a besoin de cela, de garder cette compréhension, de garder cette vigilance du chercheur qui veut comprendre, hein, et je pense que là il y a encore des étudiants de l'école des Ponts qui doivent être intéressés par cette volonté de mieux comprendre aussi le monde qui nous entoure et de pas la perdre dans de l'IA qui deviendrait trop systématique. Par contre, un dernier message peut-être, c'est pour les métiers à venir. C'est vrai que dans cette transition, on se rend compte qu'on a besoin de métiers de plus en plus transverses qui couvrent, moi vous voyez je suis plutôt du côté de la chimie et qui nécessitait de remonter finalement vers les maths. Ça peut aller jusque-là. Je ne prétends pas être un mathématicien, loin de là, ce n'est pas mon propos, mais je dirais qu'on a besoin d'avoir des métiers aux interfaces chimie, maths, passant par l'informatique, bien sûr, pour pouvoir assurer ce dialogue demain et les améliorations nécessaires. Donc, dans les formations que l'on pourrait espérer voir naître, évidemment, dans le domaine de la chimie, on a besoin de gens bien sûr alertés et plus qu'avisés sur les maths. On peut parler d'interdisciplinarité, de compréhension, de formation aussi élargie. Tout à fait. Tout à l'heure, Michel Delara a évoqué la compréhension du problème à la base. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour gagner aussi du temps de recherche, au-delà du temps de calcul et de la puissance de calcul, il y a aussi un langage commun et peut-être voilà, désensiloter, je ne sais pas comment on peut prononcer ça, oui. Enfin, ouvrir un peu plus les formations aux problématiques. En tout cas, les mathématiques, vous parlez vers le domaine de la chimie, puis il y a peut-être des voies à créer, et vice-versa, pour qu'on ait ce langage commun, cette traduction commune, qu'on avance main dans la main. C'est ce que vous disiez. Alors, par expérience, on l'a connu par la première, si je puis dire, révolution de cette résolution de l'équation de Schrödinger dont je parlais tout à l'heure de manière particulière avec la théorie de la fonctionnelle de la densité. On a vu naître déjà des métiers à la frontière physique-chimie, mais là, ça peut s'amplifier encore plus pour nous dans le domaine avec l'IA, si l'IA venait à prendre évidemment une part encore plus importante qu'on ne connaît déjà aujourd'hui dans la chimie. Donc c'est vrai, ce sera encore plus vrai demain. Fabien, vous êtes le plus jeune, vous êtes défavorisé, de fait, sur le temps de parole. Vous êtes obligé de conclure, vous, de nous donner votre vision sur les transitions à venir assez rapidement, peut-être dans le champ qui vous concerne, ou de façon élargie, quand on parle d'énergie ou d'éolienne. Oui, alors déjà, un premier point, c'est que je rejoins tout à fait ce qu'a dit Pascal sur l'expérience. Pardon, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Pascal sur l'expérience qui doit rester complémentaire avec le numérique. Ça, c'est absolument nécessaire pour des questions de risque, de dérisquage et même de calage de code. La même chose pour l'IA. Effectivement, pour des raisons de certification, nos modèles ne sont pas parfaits déjà, de base, parce que sinon ils seraient bien trop chers en temps de calcul. Du coup, le fait d'être capable de rentrer dans le modèle et de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur nous donne déjà une certaine idée de l'incertitude qui est commise, de l'incertitude physique que commettent nos modèles, de nos hypothèses qu'on a prises en compte. Et sinon, plus spécifiquement à mon domaine, les grandes transitions qui vont apparaître, c'est notamment la meilleure prise en compte des fermes d'éoliennes, parce qu'on travaille beaucoup à l'échelle d'une structure, soumise à des vagues et du vent, en occultant les structures d'à côté, donc les phénomènes de traînée qui s'impactent les unes les autres. On l'a fait pour du fixe, donc on sait à peu près le faire pour du fixe. Pour le flottant, il va y avoir des nouveaux problèmes, c'est-à-dire que l'éolienne est penchée. Dans ces cas-là, la traînée peut monter, peut descendre, il peut y avoir des phénomènes qui sont pour l'instant pas forcément très bien compris, modélisés de manière un peu empirique. Et c'est des défis qui restent à voir pour l'avenir. Des beaux sujets, des beaux défis. Merci à tous les 5 et non pas 4 cette fois-ci. Donc on a ce sentiment d'avoir un peu moins parlé, mais en fait vous êtes plus nombreux aussi autour de cette table ronde qui, oui, je l'avoue, n'est pas ronde mais droite ce matin. On va peut-être se poser une question avant de conclure avec Anthony Briand. Est-ce qu'il y aurait une question? On a une question de Sylvain Maillet. Soyez sympa, hein.
Vous étiez sur la table ronde d'avant. Non, je la fais courte. C'est une question que je vais essayer de ne pas rendre politique, mais qui n'est pas loin de l'être. C'est sur l'équilibre entre l'offre et la demande pour l'électricité. Il y avait un système explicable avant, c'est-à-dire un opérateur centralisé qui avait une mission de service public, donc qui fournissait l'électricité. À la fin, le prix, c'était le coût divisé par le kilowattheure. Donc c'était explicable et compréhensible. Là, on passe dans un système concurrentiel beaucoup plus compliqué, où on veut convaincre les fournisseurs de produire quand c'est nécessaire en faisant varier le prix. Mais pour des raisons politiques, on ne fait pas tellement varier le prix pour l'utilisateur. Donc il me semble que c'est l'opérateur historique qui éponge la différence quand ça se passe mal. Donc c'est un système parmi d'autres qui ne correspond probablement pas exactement à ce qui est mis en équation. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qu'il est possible d'imaginer et de mettre en équation? Par exemple, revenir à un système centralisé, mais qui inclut mieux des énergies non pilotables comme l'éolien et le solaire, ce qui est important, et articuler ça avec des microgrids citoyens, comme c'est évoqué à la fin de l'article. Est-ce qu'on peut examiner ce type d'hypothèse de façon économique ou mathématique pour pouvoir faire des propositions qu'ensuite un politique pourrait se saisir ou pas? Bon, donc je ne vais pas répondre de manière idéologique, parce qu'effectivement, le problème de ces histoires d'énergie, c'est qu'il y a des tas de trucs idéologiques derrière. Donc je vais caricaturer. Il y a l'optimisation centralisée, c'est un planificateur central décide de tout parce qu'il connaît tout. En gros, c'était le système soviétique, avec l'illusion qu'on connaissait tout. Et puis il y a le système libéral, c'est l'idée de dire chacun dans son coin produit de l'énergie et il a ses petits secrets à lui, il ne veut pas me les dire. Et donc je ne vais pas l'obliger, je ne vais pas mettre une police politique pour qu'il me dise sa structure de coût et tout. Je vais faire différemment. Donc je vais lancer un système de prix, des enchères, pour révéler ce que les gens font. Donc moi clairement, s'il y a un aspect idéologique, je suis du deuxième côté, quoi. Autrement dit, j'en sais rien si le marché énergétique il est bien fait ou pas fait. Il y a des problèmes, c'est clair, mais c'est vrai aussi qu'actuellement on ne peut pas dire il faut des tas de sources d'énergie de tous les côtés, et c'est ce qu'on observe. Et ces tas de sources d'énergie, elles auront leurs caractéristiques propres, leur petit business model propre et tout. Et je ne vais pas avoir la capacité de connaître ça. Donc il faut sans doute des systèmes de marché, il faut sans doute des systèmes comme ça. Donc il faut absolument s'abstraire de l'idéologie. Si on veut égalité, offre égale demande, avec de l'aléatoire partout, et des tas de producteurs et des tas de consommateurs, je crains qu'il n'y ait pas d'autre option que des systèmes de marché, des systèmes de prix. Maintenant, ils peuvent être intelligemment faits ou moins intelligemment faits. Mais quand même, c'est lié à ça, quoi. C'est pas de l'idéologie, c'est le fait qu'on a tous notre petite liberté personnelle, qu'on a tous nos petits secrets, et ça se reflète dans le monde de l'énergie. Voilà ma réponse. Merci à tous d'avoir assisté à cette matinée dense, peut-être frustrante à certains égards. Donc emparez-vous de la revue Transition, de ces annales qui sont vraiment très intéressantes, que j'ai pu parcourir pour pouvoir être avec vous ce matin.